supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, oui, le numéro 1, ce sera Sochaux. Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! De l'animal royal, vous avez le sang bleu. Et les rois du football, c'est beau, c'est merveilleux. On vous a fait confiance, vous nous le rendez bien. Alors ce soir, on tape dans nos mains. Vous remerciez et vous encouragez. Tous ensemble, décidons de chanter. Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h à 19h30. On espère, on verra si on fait les prolongations ou pas. Ce soir, on va revenir sur tout ce qui s'est passé en Ligue 1, tout ce qui s'est passé également en Ligue 2 avec la page sur le FC Sochaux Montbéliard qui était en déplacement du côté de Chambly. On va revenir également sur la Coupe de France avec toutes les rencontres qui ont lieu pour nos équipes régionales. On va également s'intéresser à la partie handball avec le SBF qui fait un match de Coupe de France du côté de Chambray. On verra également sur le match qui avait lieu au Palais des Sports Gagny-Gagouze entre le Grand Besançon de handball et Billière handball Pau Pyrénées. On va revenir sur ce qui s'est passé du côté du basket avec le Bezac également. Eh bien, j'espère que vous allez tous être bien ce soir. On est ensemble, vous êtes chez vous, vous oblige à partir de 18h. Vous rentrez du travail, parce que vous avez quand même encore un petit peu de temps, vous êtes dans votre voiture. Vous êtes bien installés pour 1h30 de sport. On va regarder tout ce qui s'est passé dans l'actualité sportive de ce week-end. International. On va voyager ce soir. Allez, on va arrêter le jingle même si on l'aime bien, on l'adore, mais il faut aussi qu'on s'entende un petit peu, c'est quand même un petit peu mieux. On va s'intéresser aux différents championnats européens, comme on le fait à notre habitude. On va faire un petit tour de tout ce qui s'est passé sur les différents terrains à l'international. Et puis on va partir, je vous propose de partir déjà du côté de chez nos amis anglais avec, pour s'intéresser un petit peu à ce qui s'est passé pour cette 23e journée de Première Ligue qui a commencé ce samedi avec à 13h30 Aston Villa qui a battu Arsenal 1-0. On va retrouver également un petit peu plus tard dans la journée Burnley et Brighton qui font match nul 1 but partout. Newcastle a battu Southampton 3-2. Fulham et West Ham se quittent sur un match nul 0 partout. Début également du côté de Manchester United face à Everton 3 buts partout. On va s'intéresser également aux rencontres qui avaient lieu ce dimanche avec Tottenham qui a battu West Bromwich 2-0. Pas de but en revanche entre Wolverhampton et Leicester City 0 partout. Manchester City est allé s'imposer très largement du côté de Liverpool pour ce qui constituait le gros match de cette 23e journée. 4 buts à 1 avec un doublé de Gundogan 49e et 73e minute de jeu. Et puis le Chelsea de Thomas Tuchel est allé s'imposer du côté de Sheffield United 2 buts à 1. Il restera une rencontre dans cette 23e journée, à savoir que Leeds United recevra Crystal Palace à partir de 21h. Au classement, City est toujours en tête avec 50 points, suivi de United avec 45 points. Un petit trou déjà entre les deux équipes de Manchester. Leicester City est 3e avec 43 points. Liverpool est 4e avec 40 points.
Et puis également Chelsea avec 39 points. Et également Mohamed Salah, on est à 16 buts, suivi de Calvert-Lewin à 13 buts. Et puis Fernandes à 13 buts également. Ça, c'était pour le championnat anglais. Mais avant d'aller un petit peu plus loin, tout d'abord, je voudrais adresser un message, voilà, une grosse pensée à Laure, si elle nous écoute. Une grosse pensée à Laure et puis à Stéphane Vaux également, le speaker du FC Sochaux-Montbéliard, qui tous les deux ont perdu un proche. Donc, grosse pensée à eux ce soir. Et puis, grosse pensée également à quelqu'un qui nous a quittés ce week-end, c'était Jean Josselin. Alors, pour les plus jeunes, ça ne dira peut-être rien, mais Jean Josselin, c'est un champion de boxe byzantin, bien connu ici à Besançon et un petit peu partout, hein. C'est un ancien champion de France et champion d'Europe des poids welters dans les années 1960. Donc le boxeur Jean Josselin, comme je vous le disais, est décédé à 81 ans. Il a quand même un sacré palmarès, hein. Il a été sacré champion de France, comme je le rappelais. Il a été 2 fois champion d'Europe dans les années 1960. Il a même disputé aux États-Unis en 1966 un combat pour un titre mondial, finalement remporté par l'Américain Curtis Cox. Alors, si vous voulez découvrir qui était Jean Josselin, eh bien, je vous propose d'écouter un petit peu ce qui ressort des archives, hein. C'était en 1966, avant son combat du côté de Dallas. On va l'écouter, Jean Josselin. Cette main d'ouvrier, cette main de père de famille, ces mains de boxeur appartiennent à Jean Josselin. Ces mains nous donneront-elles les mêmes joies qu'il y a 18 ans lorsque, souvenez-vous, Marcel Cerdan, champion du monde, faisait un retour triomphal à Paris, un retour digne d'un chef d'État. Jean Josselin, 27 ans, reviendra-t-il des États-Unis avec un titre de champion du monde? Marcel Cerdan a vécu la même aventure que vous il y a 18 ans. Vous y pensez actuellement? Oui, bien sûr, j'ai pas connu Marcel Cerdan parce que j'étais trop jeune, mais j'ai entendu parler beaucoup de lui, sa carrière, tout ça, et j'estime que c'était un très grand boxeur, et j'espère pouvoir arriver en faire autant un jour. Voilà, le petit changé, hein. Ça y est, j'ai arrangé comme tu as l'habitude de le faire. Hein, ça va comme ça? Oui. Madame Josselin, comment s'appelle ce beau garçon? Il s'appelle Christophe. Vous avez combien d'enfants? J'ai 4 enfants. On a 3 filles, et puis donc Christophe. Madame Josselin, la maman, c'est vous qui lui avez demandé de faire de la boxe? Ça lui disait d'en faire. Vous l'avez encouragé? Alors je l'ai encouragé. Il y en avait un autre qui faisait du football, lui voulait faire de la boxe. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la boxe? J'ai été avec des camarades au départ voir les boxeurs s'entraîner, quoi. Et quand j'étais jeune, j'avais 14 ans à peine, quoi. J'étais assez fort, j'avais, disons, une dizaine de kilos de trop, quoi. Alors, on m'appelait un peu le boubou, alors j'ai voulu éliminer ce poids et je crois que c'est ce qui m'a poussé à aller dans une salle de boxe. Mais la réussite de Jean Josselin, c'est d'abord le triomphe de la volonté. Champion de France amateur, champion du monde militaire, sélectionné olympique qu'il devient grâce à son tempérament généreux, la nouvelle vedette de la boxe en France, après ses titres de champion de France puis d'Europe. Mais pour parvenir à ce stade, Josselin ne ménage pas ses efforts. Quoi? On commence plus vite. Deux crochets là. Esquive. Deux crochets. Alors, deux crochets quoi? Et deux uppercuts derrière. Une autre fois. Une autre fois. Gauche, on a fait esquive. Remise en droit. Une autre fois, on recommence. Une autre fois. Plus court. Plus court. Non important, cela de passer Pour éviter les coups circulaires surtout. Votre vitesse est bonne, c'est très bien, vous avez bien travaillé. L'intérieur est parfait, les crochets partent vite et c'est très très bien, très très bien. Surtout la cadence à laquelle il délivre les coups. Chaque condition est parfaite. Là, vous l'avez bien fait travailler, c'est parfait. Voilà, bien collé. respire bien, Jeannot, respire bien, je crois que comme ça on est au maximum. J'avais cette crainte du bras gauche, maintenant c'est bien. Ça, il a bien ses mains. Si vous êtes champion du monde, est-ce que ça va transformer votre vie ou vous allez rester... Non, je crois pas. Pour le moment, je vais rester comme je suis. Si ça marche vraiment bien par la suite, j'espère pouvoir m'acheter un petit commerce, quelque chose comme ça. Quel genre de commerce? Je sais pas, petit bureau de tabac ou alors vraiment si ça marche vraiment bien, un petit hôtel ou
Enfin, on verra bien par la suite. Et si ça ne marche pas? Et si ça marche pas, tant que la forme est là, on continuera de boxer. Et finalement, qu'est-ce que ça vous a apporté la boxe jusqu'à maintenant? Bah, jusqu'à maintenant, ça m'a vraiment sorti parce que c'est pareil que là, une paye d'ouvrier, quand je serais sorti comme je suis sorti de. Ça m'a aidé dans beaucoup, surtout que ma famille, j'ai quand même 4 enfants, que ça c'est assez difficile. Alors, j'ai quand même une vie, disons, assez bien que pour le moment que je suis bien aménagé, tout ça, j'ai ma petite voiture. 400 de ses camarades d'atelier attendront avec impatience le verdict de Dallas. Chez lui, à Besançon, rien n'est laissé à l'improvisation, tout est minuté. Tous les jours, il se lève à 6 heures. À 6h45, Jocelyn commence son travail de tourneur dans une usine d'outils de précision. Toujours d'excellente humeur, c'est sans doute là le secret de sa réussite. Jocelyn est resté aussi simple qu'au début de sa carrière. Je ne veux pas abandonner mon métier, dit-il, même si je deviens champion du monde. Regardez ce père de famille paisible. Ses rares moments de détente dans la journée, il les passe avec sa femme, avec ses enfants. Tu vas à l'école? À l'école maintenant? Le matin à 9h30, dans Besançon, patrie de Victor Hugo, Jean Jocelyn, après son travail, poursuit sa préparation athlétique. Dans cette forêt qu'il connaît si bien, il y vient depuis 14 ans, Jocelyn parcourt des dizaines de kilomètres qui lui permettront d'accumuler de précieuses réserves à la veille de son championnat du monde. Vous n'avez jamais pratiqué un autre sport? Si, j'adore le football et j'ai pratiqué un peu de football, donc même que je pratique encore un peu en ce moment quand j'ai l'occasion, quoi, mais c'est difficile entre les combats, il y a quand même des risques. Je ne peux pas jouer quand même comme je veux. C'est fou, ça te fait une entorse, tu vas voir. Attention, comment ça se fait? Tu prends des risques. C'est de la boxe, tu sais. Non? Bon, d'accord. T'es pas un sérum, faut pas exagérer. Laisse le football au footballeur. Que ce soit un moyen d'entraînement, c'est tout. Pas en compétition. C'est en menant cette vie exemplaire que ce champion de 27 ans Terrain, ça va? s'est hissé au premier rang des boxeurs européens en battant par abandon à la 14e reprise le réputé gallois Brian Kervis. Bien détendu. Voilà. Hop. Insiste, une fois la droite, une fois la gauche. Hop. Reviens plus doucement. Hop. Allez, hop, tibia tarsienne uniquement. Là, les chevilles, talon contact à la planche, tu pousses avec tes pointes de pied. Là, allez, là, les deux tendus, les deux travaillent là. Oui. Et tu reviens doucement, puis tu pousses à nouveau avec les cuisses. Allez, hop, là, oui, reviens, n'insiste pas. Hop, repose-toi. Là, détends-toi. Ouais, ça doit suffire comme ça. Le 28 novembre, ce sera l'Amérique, Dallas et surtout Curtis Cox. Connaissez-vous votre adversaire? Je le connais de réputation, mais je n'ai jamais vu Curtis Cox boxer. Mais avec la forme que j'ai actuellement, je crois que ça va très bien aller, il n'y a pas de raison. Oui, on va mettre sur l'avant des métacarpiens, là. Allez. De façon à ce que ça fasse un petit point marteau. Généralement, on classe les boxeurs dans deux catégories, les méchants et les autres. Vous qui avez remporté 27 combats avant la limite, vous considérez-vous comme un méchant? Non, je ne crois pas me faire un méchant. Je suis un boxeur, j'ai un rythme, je donne un rythme assez dur à mes adversaires. Je crois que c'est ce qui me fait mes combats à la limite, mais je ne crois pas que je suis un boxeur méchant. Ce soir-là, dans son marathon pour le titre mondial, Jocelyn disputait devant son public, dans le nouveau palais des sports de Besançon, son 3e combat en 15 jours. Prends pas trop de risques quand même, hein, je comprends pas, parce que tu peux des facteurs bêtement, hein. Le 28 novembre, comme ce soir, il avancera sur son adversaire et dans leur coin, son manager Lucas et son entraîneur Monin seront ses seuls supporters. Là, des gauches, Jeannot. Le bas, il faut d'abord. La parade est bonne.
Voilà un crochet gauche qui est arrivé. C'est des gauches droites qu'il faut, cet homme-là. Et pique. Jean est tellement rapide avec son gauche. Il peut mettre sa droite derrière son risque. Et on prend pas trop de risques. Hein. Voilà, c'est ça. Fantasia de pareil qu'à Strasbourg. Voilà, tu contrôles ton homme. Ce sera dur pour le champion d'Europe. Et Madame Josselin, que fera-t-elle ce soir-là? J'attendrai le résultat à la radio. Vous n'allez pas dormir? Non, ce jour-là, non, je ne pas. 41e succès. Espérons que ce geste victorieux se renouvellera à Dallas. Bonne chance, Jean Josselin. C'était l'hommage qu'on voulait faire à Jean Josselin ce soir, qui a combattu 117 fois chez les amateurs, puis 89 fois chez les pros avec 66 victoires, donc 41 par KO. Et c'est vrai qu'après sa retraite en 1972, le champion était revenu vivre dans sa ville natale, c'est-à-dire Besançon. Donc on voulait lui rendre hommage ce soir. On adresse toutes nos condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches. On va continuer cette émission. On avait commencé par le tour d'horizon des championnats européens. On va continuer avec ce qui s'est passé du côté de l'Espagne cette fois-ci avec tous les résultats de cette 22e journée qui avait commencé ce vendredi avec Alaves qui avait battu Valladolid 1-0. Ensuite, Levante et Grenade se quittent sur un match nul 2 buts partout. Le Real de Madrid est allé s'imposer à Huesca 2-1. Elche et puis Villarreal font match nul 2 buts partout. Le FC Séville a battu Retafe 3-0. La Real Sociedad a battu Cadix 4-1. Et puis l'Athletic Bilbao et Valence font match nul 1 but partout. Osasuna a battu Eibar 2-1. Le FC Barcelone est allé s'imposer du côté du Betis Séville 3-2. Et il restera une journée ce soir. L'Atlético Madrid, qui est actuellement le leader, va recevoir le Celta Vigo à partir de 21h. Au classement, les deux équipes de Madrid sont en tête. L'Atlético est en tête, largement en tête avec 50 points, suivi du Real de Madrid 43 et le FC Barcelone 3e avec 43 points également. 4e, le FC Séville avec 42 points. En bas de classement, on retrouve à la 20e position Huesca avec 16 points. Du côté des buteurs, Luis Suarez est toujours en tête avec 14 buts. Direction la Serie A, cette fois-ci avec tous les résultats de cette 21e journée, avec les rencontres qui ont commencé ce vendredi avec la Fiorentina qui s'est inclinée chez elle face à l'Inter de Milan 2-0. La Spezia est allée battre Sassuolo 2-1. L'Atalanta Bergame et le Torino se quittent sur un match nul 3 buts partout. La Juventus de Turin a battu l'AS Rome 2-0 avec un but de Cristiano Ronaldo à la 13e minute de jeu. Le Genoa a battu Naples 2-1. Benevento et Gênes se quittent sur un match nul 1 but partout. Le Milan AC a battu Crotone 4-0 avec un doublé pour Zlatan Ibrahimovic, 30e et 64e minute de jeu. L'Udinese a battu Hellas Vérone 2-0. Bologne est allé battre Parme 3-0. Et la Lazio de Rome a battu Cagliari 1-0. Et ce sera tout pour cette 21e journée. Je vous propose de regarder le classement avec tout d'abord les deux équipes de Milan qui sont en tête. Le Milan AC avec 49 points est en tête, suivi de l'Inter de Milan 47 points. Et la Juventus Turin à 42 points, suivi de la Lazio de Rome qui est 4e avec 40 points, à égalité de points avec l'AS Rome qui, elle, est 5e. Donc ça promet aussi une belle fin de championnat du côté de l'Italie. Et en bas de classement, on retrouve 20e Crotone avec 12 points. Au classement des buteurs, Cristiano Ronaldo en tête avec 16 buts. Direction la Bundesliga avec ce qui s'est passé pour cette 20e journée. Avec les résultats, ce vendredi, le Bayern Munich est allé battre le Hertha Berlin 1-0, un but de l'ancien parisien Kingsley Coman. Et puis Leipzig est allé battre Schalke 04 3-0. On a également le Bayer Leverkusen qui a battu Stuttgart. 5-2, largement. Mayence a battu l'Union Berlin 1-0. Wolfsburg est allé battre Augsbourg 2-0. L'équipe de Maxence Lacroix continue sa bonne marche en avant. Fribourg a battu le Borussia Dortmund 2-1, petite surprise tout de même. Le FC Cologne est allé battre Gladbach 2-1. Et l'Eintracht Francfort est allé battre Offenheim 3-1 avec un match reporté entre l'Arminia Bielefeld et puis le Werder de Brême. Il ne restera pas de journée à disputer. Le Bayern Munich en tête avec 48 points, suivi de Leipzig 2e à 41 points, donc 7 points d'écart.
Wolfsburg est troisième avec 38 points. On retrouve quatrième l'Eintracht Francfort avec 36 points. Et en bas de classement, Schalke 04 avec, oui, je ne vous l'ai pas dit forcément, avec 8 points en classement débuteur. Lewandowski est en tête avec 24 buts. Allez, un petit mot juste pour faire un petit tour des autres championnats étrangers, juste pour voir un petit peu qui est en tête. Par exemple, du côté de la Belgique avec la Jupiler League, eh ben, c'est le FC Bruges qui est en tête et largement avec 60 points, suivi de Royal Antwerp avec 46 points. Et puis le Racing Genk, lui, est en troisième position avec 43 points. Un petit tour également du côté des Pays-Bas pour savoir qui est en tête dans l'Eredivisie. Bon, j'espère que je le prononce bien, hein, je ne suis pas forcément hollandais, donc vous m'excuserez. En tête, l'Ajax Amsterdam avec 50 points, suivi du deuxième, le PSV Eindhoven, 46 points. Troisième, le Vitesse Arnhem avec 42 points. Et en bas de classement, on retrouve MN 18e. Du côté du Portugal, cette fois-ci, c'est le Sporting Lisbonne qui est en tête. Ça fera plaisir à Angélique. D'ailleurs, on la salue, on lui fait une grosse bise. Avec 45 points, suivi du FC Porto avec 40 points. Troisième, le Sporting Braga, 37 points. Quatrième, le Benfica Lisbonne avec 34 points. Et puis en bas de classement, on retrouve Farense avec 13 points en étant 18e. Du côté de la Turquie, on salue nos amis turcs avec Galatasaray qui est en tête avec 48 points. Suivi du Beşiktaş, deuxième avec 48 points. Troisième, Fenerbahçe, allez, je vous le donne en mille, avec 48 points. Quatrième, Alanya Sport avec 41 points. Donc ça va être très serré du côté de la Turquie. Et puis en 21e position, oui, car il y a 21 équipes, Denizlispor, lui, en est à 18 points. Du côté de chez nos amis suisses, là c'est tout près, hein, on a juste à passer à la frontière. C'est les Young Boys de Berne qui sont en tête avec 41 points, suivi du FC Bâle avec 31 points. Et puis troisième, le FC Zurich avec 25 points. Et en 10e position, on retrouve le FC Vaduz avec 15 points. Et du côté des buteurs, c'est Arthur Cabral du FC Bâle qui est en tête avec 11 points. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a dit beaucoup de choses sur les championnats européens et je pense qu'on a un petit peu tout dit. On a fait le tour. J'espère que ça vous a plu, hein. De temps en temps, on fera un petit bilan comme ça des autres championnats où on ne va pas souvent, juste pour voir qui est en tête et qui va être rétrogradé ou faire un petit tour comme ça. Bon, on va s'intéresser cette fois-ci, on va revenir un petit peu du côté de l'Hexagone et on va s'intéresser à ce qui s'est passé en Coupe de France avec tout d'abord, eh bien, on va commencer là, comme on n'a pas de partie forcément régionale car il n'y a pas de championnat amateur, donc on va insérer ça dans la Coupe de France avec les différents résultats. On avait 3 représentants régionaux, hein, le Racing Besançon, l'ASM Belfort et puis également le CA Pontarlier. Le CA Pontarlier s'est incliné chez lui face au FC Fleury 91 3-0. L'ASM Belfort s'est incliné chez elle également face à Louan Cuiseau, pensionnaire de N2, 3-1. Et puis le Racing Besançon est allé chercher sa qualification du côté de Jura Sud Foot. Pourtant, c'est dès la 32e minute de jeu, c'est Jura Sud Foot qui va ouvrir le score. Et puis finalement, le Racing Besançon va égaliser en fin de partie grâce à Amara Fofana. 90e minute de jeu. Et puis ensuite, il s'ensuit une séance de tir au but, hein. Vous savez qu'il n'y a plus de prolongation maintenant, que ce soit, j'allais dire en Coupe de la Ligue. Maintenant, la Coupe de la Ligue, c'est terminé, c'est fini. Et en Coupe de France, on passe directement à la séance des tirs au but. Bon, vous me direz, c'est peut-être pas plus mal, hein, parce qu'avoir une séance d'une demi-heure en plus de prolongation, c'était pas toujours bien. Enfin, c'était bien pour les amateurs, hein, c'est sûr, hein, une séance de plus, ça pousse un petit peu les professionnels dans les retranchements. C'était plutôt sympa, mais je pense que physiquement, c'est quand même mieux d'abréger tout ça. Et puis, on passe directement à la séance des tirs au but. Et puis, dans cet exercice-là, le Racing a été meilleur que l'équipe de Jura Sud Foot. Et ils se sont qualifiés pour le 8e tour. Donc, ça sera ce dimanche face à l'UF Mâconnais. C'est le club du papa d'Antoine Griezmann. Et puis, ils viendront du côté du stade Louis-Lagrange. Ils sont déjà venus il y a quelques temps face au Besançon Football. Et bien là, ils vont revenir. C'est une équipe qui évolue en R1. Donc, on aura plaisir à les voir du côté du stade Louis-Lagrange, ainsi que le Racing Besançon, qui est le dernier représentant franc-comtois. On va maintenant aussi regarder ce qui va se passer cette semaine, car il y aura de la Coupe de France, mais ça, c'est pour les clubs professionnels. Avec tout d'abord, je vais vous donner tous les matchs, hein. Ce 9 février, il y aura par exemple à 18h30 Reims-Valenciennes, Lorient-Paris FC. À 21h, on trouvera l'Olympique Lyonnais face à l'AC Ajaccio.
Le 10 février, Strasbourg-Montpellier à 14h45. Également à la même heure, Auxerre-Marseille et puis Nantes-Lens. Bordeaux également, Toulouse. Et puis Grenoble-Monaco. À 17h, on retrouvera Amiens-Metz, Brest-Rodez, Nîmes-Nice, Dijon-Lille. Ça sera à partir de 19h. 21h, Caen, Paris-Saint-Germain. Et puis le 11 février, eh bien, le FC Sochaux-Montbéliard recevra l'AS Saint-Étienne de Riyad Boudbouz. Ça va faire un plaisir, pas de le revoir, parce qu'on ne pourra pas être au stade Bonal. Donc je pense que ça lui fera plaisir de refouler ce stade Auguste Bonal. Et puis à 21h, on retrouvera Angers qui sera face au stade Rennais. Eh bien, c'est le programme des affiches pour les 8e tours et puis en Coupe de France. Je ne vous détaille pas toutes les affiches, vous pouvez aller les voir sur les sites internet. Il n'y a aucun problème, tout est bien référencé. Bon, si on passait cette fois-ci à ce qui s'est passé en Ligue 1 ce week-end, mais avant ça, il faut bien sûr envoyer le jingle. Voilà, je vais ouvrir mon micro, ça sera quand même un petit peu plus sympa si vous pouvez m'entendre, c'est quand même un petit peu le but. On va faire un petit peu le tour d'horizon. Mais non, mais avant tout, j'ai oublié de vous parler quand même de quelque chose. Oui, on va quand même s'intéresser un petit peu à ce qui s'est passé en Division 1 Arkema. C'est chez les féminines avec la 14e journée. J'avais omis de vous en parler. Eh bien, je vais vous donner les résultats. Tout d'abord, le Paris Saint-Germain est allé s'imposer du côté du FC 91 5-0. Bon, là, il n'y a pas eu de match. Le Soyo a battu ici 1-0. Guingamp est allé battre le Havre 1-0. Et puis l'OL a battu Montpellier 2-1. Du côté du classement, le Paris Saint-Germain est toujours en tête avec 40 points, suivi de l'OL avec 39 points. En troisième position, on retrouve Bordeaux avec 26 points. Et en bas de classement, on retrouve 12e le Havre avec 13 points. C'était un petit aparté que je voulais vous faire. D'habitude, on le fait avant, mais bon, là, j'ai oublié. J'ai omis, comme on dit. Mais là, maintenant, on va s'intéresser à ce qui s'est passé en Ligue 1, avec tout d'abord une première rencontre qui avait lieu ce samedi à partir de 17h. C'est Lorient qui recevait Reims. Et c'est Lorient qui s'impose dans cette partie avec le plus petit des scores, mais ça suffit, c'est 3 points, avec 1-0, un but de Laurent Abergel à la 53e minute de jeu. Alors on va écouter tout de suite la réaction de Christophe Pélissier qui lui dit c'est une des rares fois où l'on ne prend pas de but cette saison. Et puis la réaction également du côté de Reims, c'est David Guillon qui lui revient simplement sur le fait que lui il avait envie que son équipe poursuive cette série. Mais cette série, elle s'arrête. Toutes les séries ont une fin. C'est vrai que sur les 4 derniers matchs, si on pouvait prendre la comptabilité sur ces 4 matchs-là, on serait pas mal au classement. Malheureusement pour nous, on avait beaucoup de retard, donc là, on n'a fait que rattraper notre retard. Donc maintenant, il va falloir continuer. Je crois que surtout ce soir, énorme satisfaction parce que c'était notre 4e match en 9 jours. Et on savait que cette équipe de Rennes était très costaud. On a utilisé un peu d'autres armes, on a laissé le ballon un petit peu et on a défendu. C'est une des rares fois où on ne prend pas de but. Donc vraiment très satisfait ce soir. C'est clair, on voit bien à travers ce match-là et il faut aussi montrer encore de l'ambition. Je pense que ce soir il y avait la place pour tout simplement ramener quelque chose. Et les garçons sont toujours en apprentissage à ce niveau-là. Je pense qu'on doit quand même continuer à vite apprendre parce qu'on doit les accompagner là-dedans et on doit avec eux leur faire voir aussi que le niveau, c'est ça, c'est cette ambition, c'est toujours repousser des limites et ce soir je trouve qu'on a lâché une occasion de continuer notre série tout simplement. C'est exactement ça, mais c'est dommage de le faire à travers une défaite parce qu'on est capable de se remettre en cause aussi avec des bons matchs. Tout n'est pas à remettre en cause encore une fois, mais on aurait pu poursuivre notre série. Cet après-midi, je pense qu'il y avait des conditions pour le faire.
Malheureusement, encore une fois, on n'a pas saisi notre chance. Ils n'ont pas saisi leur chance, les hommes de David Guillon et le stade de Reims. On va maintenant s'intéresser à une autre rencontre qui avait lieu à 19h. C'est l'Olympique lyonnais qui recevait le Racing Club de Strasbourg. Donc les Lyonnais qui sont en lutte pour le titre cette saison ne devaient pas décrocher. Et ils ont fait une bonne rencontre, ces Lyonnais, pleine de maîtrise. Et c'est tout d'abord Memphis Depay, 20e minute de jeu, qui ouvre le score, suivi de Karl Toko Ekambi, 10 minutes plus tard, 30e. Et c'est ensuite Memphis Depay qui met un superbe but à la 68e minute de jeu. Et ça fait 3-0 pour les Lyonnais. On va écouter la réaction de Rudy Garcia qui, lui, a pris du plaisir à voir son équipe évoluer ce samedi. Et Thierry Lauré, l'entraîneur de Strasbourg, qui lui dit qu'il faut se servir de cette rencontre pour la suite. On a fait un très bon match. On voulait enchaîner par une 4e victoire consécutive. On l'a fait, on ajoute 3 points. On voulait mettre la pression sur les équipes qui jouent demain, prendre la première place. On n'a pas pris de but. On en a mis 3. Le 3e est somptueux. Par un joueur merveilleux qui a bien travaillé hier ses coups de pied arrêtés et qui a été récompensé aujourd'hui en compétition. Donc voilà, j'ai pu aussi gérer, coacher, ne pas prendre de risques avec certains joueurs qui étaient exposés ou qui auraient pu nous manquer pour les matchs suivants. Donc c'est une très bonne soirée, oui. On a été bien en mouvement, on a eu des séquences en une touche. Après, on a surtout très bien démarré. Pendant 15 minutes, on a été agressif, on a pressé. On a eu des situations et puis après on a bien géré la supériorité numérique, ce qui n'est pas toujours facile parce que logiquement Strasbourg s'est recroquevillé devant ses 16 mètres et il a fallu trouver des situations, donc ça me plaît bien qu'on ait marqué sur un pressing le premier et puis après la vitesse et l'habileté de Memphis ont fait la différence, mais Oussem a fait un bon pressing. Sur le 2e, c'est bien aussi. On a bien attaqué la surface et la profondeur avec une très belle passe de Thiago Mendes. Et puis, comme Strasbourg nous a beaucoup fermé l'axe, il a fallu aussi passer par les côtés. Et puis, Maxwell et Léo ont beaucoup apporté sur les centres, et notamment Maxwell côté gauche. Donc, voilà, c'était plutôt bien. J'ai pris du plaisir à voir mon équipe jouer. Rien, ça m'inspire rien du tout. On se retrouve à 10 de manière un peu bête, je dirais. C'est des choses qui peuvent arriver, voilà. Malheureusement, je trouve que l'arbitre a sorti le 2e carton jaune assez rapidement. Par contre, il l'a pas sorti du tout sur une main totalement volontaire en 2e période, en début de 2e mi-temps de Marcelo, qui aurait valu un carton rouge aussi à Marcelo. Voilà. Ça, c'est pour la petite mise au point administrative du match, on va dire. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne le match, on avait bien démarré, je trouve. Et puis forcément, quand on se retrouve à 10, c'est un peu plus compliqué. Donc on a lutté, on est resté organisé, on est resté solidaire surtout. On a eu une équipe qui a montré de belles valeurs, je trouve. Après, pour ce qui est de l'aspect technique des choses, en première mi-temps, on a eu beaucoup de mal à sortir les ballons. On a eu beaucoup de mal, quand on arrivait à en sortir un, on avait beaucoup de mal à le conserver un peu plus haut. Et on a corrigé ça à la mi-temps. Je trouve qu'en deuxième mi-temps, on a été un peu plus performant par rapport à ça. De là à dire qu'on méritait de gagner, je n'irai pas jusque-là, vous inquiétez pas. Mais on a fait honneur au maillot strasbourgeois, et c'est ça qui m'importe surtout dans cette période-là, parce que quand vous êtes en infériorité numérique à Lyon, ça peut vite partir avec des chiffres affolants quelquefois. Donc on perd 3-0, voilà, un 3e but sur un coup franc superbe, mais ça n'a rien de déshonorant, et je trouve que la partie qu'on a fait aujourd'hui nous amène sur de bonnes bases pour la suite. Voilà. Le tout, ce sera de confirmer ces bonnes dispositions mentales, je dirais, ou collectives sur les matchs qui arrivent. Et oui, il faut toujours confirmer sur les matchs prochains. Une dernière rencontre ce samedi à partir de 21h, c'était le Racing Club de Lens qui fonctionne bien en ce moment, qui recevait Stade Rennais. Finalement, pas de but dans cette rencontre, une rencontre assez fermée, assez tactique. On écoutera Franck Hez tout à l'heure, c'est ce qui le retient. Je vais vous lire la réaction de Julien Stéphan qui lui revient sur le fait que c'était un match où les organisations défensives ont pris le pas. Donc c'était un match assez tactique, comme je vous le disais, fermé.
mais pas dans le jeu. On a les meilleures occasions, même s'ils ont eu une triple occasion en début de match. On a été très solide et bien organisé sur le plan défensif. On s'est créé quelques situations qui auraient pu nous permettre de marquer ce but. Ça faisait un moment que ça ne nous était pas arrivé de ne pas prendre de but. Donc c'est bien pour l'équipe et il faudra maintenant ajouter du mieux offensivement. Lens est un concurrent direct pour la 5e place. Donc ça nous permet de les laisser derrière. Et on va écouter tout de suite Franck Hez qui lui avait un petit peu la même analyse d'une rencontre assez tactique, assez fermée. Le sentiment que j'ai, c'est que c'est un résultat qui est assez logique, même si la première occasion du match, qui est une très très grosse occasion, double occasion, elle est pour nous, mais c'était un match très, très tactique, avec un adversaire du calibre de Rennes qui s'était calqué aussi sur notre système. Donc bon, ça veut dire certaines choses, ça veut dire qu'on est respecté et ça me plaît. C'était un match très tactique, très, très bon match. Pas forcément des grandes envolées pour les spectateurs, mais en tout cas pour les techniciens, je pense que c'est beaucoup de choses intéressantes. Et voilà, avec un match nul qui était au final assez logique. C'est un bon point du coup pour Lens. Vous savez, on a joué Marseille 2 fois en peu de temps, on a fait 4 points. Nous avons joué Rennes 2 fois déjà, qui aussi a fait la Ligue des Champions. On a fait 4 points, sans prendre de but, en allant gagner là-bas, en faisant un bon 0-0 ici. Bon, donc voilà, on avait aussi battu la 3e équipe qui a fait la Ligue des Champions. Donc pour nous, on était en Ligue 2 il y a un an. À ce moment-là, on était en Ligue 2, donc je pense qu'il faut savoir savourer ça et surtout saluer la performance très intelligente des joueurs ce soir. Merci coach. Et juste un petit dernier mot, c'est pour vous que je veux le faire. Tous les salariés, journalistes, consultants, techniciens de Téléfoot, je vous souhaite le meilleur, même si la situation est compliquée, je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup coach, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Et oui, le petit mot de Franck Hez pour la chaîne Téléfoot qui s'arrête. Et je vais rebondir un petit peu là-dessus. Bien évidemment, on est tous très tristes car ce sont des gens, des journalistes, des techniciens, beaucoup d'intermittents qui vont se retrouver au chômage avec l'arrêt de cette chaîne. Donc c'est toujours un moment délicat avec les droits TV qui sont finalement revenus à Canal+, car c'est vrai que la situation, c'est chez nos confrères de RMC Sport que j'ai trouvé ça, que la situation, semblait totalement bloquée en début de semaine. Et Vincent Labrune, qui est le président de la Ligue de football professionnel. Alors attendez, je vais essayer de couper ça parce que je m'entends en double fenêtre là, voilà, c'est mieux. Si je m'entends 2 fois, ça va pas trop le faire. Alors c'est donc Vincent Labrune, le président de la Ligue de football professionnel, qui a réussi à manœuvrer en coulisses pour faire revenir Canal+ à la table des discussions. Donc c'est vrai que l'idée qui lui trottait dans la tête depuis une bonne semaine, c'était de transférer la chaîne Téléfoot au sein de la Ligue, en fait, de faire une chaîne de la Ligue de foot professionnelle. Il faut rappeler que le président Vincent Labrune est à son poste depuis le 10 septembre dernier, donc il pensait se servir des abonnements pour couvrir les frais de production et éditoriaux, afin de poursuivre la diffusion jusqu'à la fin de saison, sans l'entité Mediapro, et faire une croix définitive sur Canal+, qui ne voulait rien savoir. Donc plusieurs réflexions ont été menées. Un nouveau prix plus bas de l'abonnement. Oui, il faut reconnaître aussi que l'abonnement à 25 € juste pour de la Ligue 1, c'était, il n'y avait pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour se dire que c'était compliqué, c'était quasiment impossible. Aussi du pay-per-view, c'est-à-dire on paye le match, on paye au match ou à la journée. Je trouve que c'est vraiment une bonne solution pour celui qui ne veut pas prendre un abonnement au mois et qui veut regarder que 2 matchs de son équipe par mois ou plus. Après, ça peut revenir plus cher aussi, il faut faire attention si les prix sont quand même en adéquation avec tout ce qui se passe. Alors, un objectif de 20 millions d'euros de recettes d'ici la fin de saison était même avancé. Alors, après, il y a eu un appel d'offres, vous le savez, lundi dernier, qui a été infructueux. Vincent Labrune a alors appelé Maxime Saada, qui est le patron de Canal+, mardi soir, pour lui faire part de ce projet bien parti pour voir le jour. Et puis, justement, Maxime Saada lui a répondu « Tu ne vas pas faire ça », lui dit en substance le patron de Canal, dans un sourire. « Je n'ai plus trop le choix », lui répond Vincent Labrune. Alors, le coup de fil qui change tout, en fait, parce que mercredi, aucune réaction ni nouvelle de Canal. Et Vincent Labrune croit alors vraiment que l'option Canal est définitivement enterrée. Et jeudi matin,
Eh ben, c'est le président de la Ligue qui demande à Marc Sénéchal, l'ancien conciliateur mandaté par le tribunal de commerce de Nanterre dans le conflit Mediapro LFP, de venir à la Ligue pour présenter le projet de reprise de la chaîne Téléfoot au comité donc, de pilotage. Mais quelques minutes plus tard, surprise, Vincent Labrune reçoit un coup de fil de Maxime Saada qui lui dit que Canal a une proposition à lui faire. Le boss de Canal débarque donc à la Ligue en début d'après-midi. Il expose la proposition financière de la chaîne cryptée jusqu'à la fin de saison qui permet au club d'encaisser 200 millions d'euros. Alors l'idée de voir la Ligue exploiter ses droits de façon autonome avec une chaîne et une rédaction opérationnelle a la possibilité d'ouvrir le marché à d'autres acteurs n'ont pas plu à Canal qui craignait de ne plus avoir la main s'il ne réagissait pas. Après validation de l'actionnaire principal Vincent Bolloré, Canal a donc changé de posture et c'est donc Canal qui a repris les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 jusqu'à la fin de saison. Ils vont sans doute s'associer avec Beansport, on l'espère, hein, ce serait quand même mieux. Donc l'accord jusqu'à la fin de saison est alors scellé avec le diffuseur historique donc, du football. C'est vrai que c'était un petit peu une partie de poker menteur, mais en tous les cas, ce qui compte aussi, c'est que les matchs soient diffusés. Déjà qu'on ne peut pas aller dans les stades, donc si les matchs n'avaient pu être diffusés, je pense que ça aurait été très compliqué pour toutes les supportrices et supporters qui ont aussi envie de voir leur club, même si c'est dans des conditions qu'on connaît tous. C'était pour parler un petit peu de ces droits TV qui ont trouvé un preneur, cette fois-ci avec, on va dire, pas l'actionnaire historique, mais en tous les cas, Canal+, qui a toujours suivi la Ligue 1 et qui a toujours été là. Donc, c'est eux qui reprennent le flambeau avec sans doute une association avec Beansport. On en saura plus d'ici peu. On va continuer ce dimanche on continue un petit peu notre tour de la Ligue 1 avec Brest qui recevait Bordeaux. Victoire des Brestois 2-1. Début signé Steve Mounier, mais ça c'est après, hein, c'est déjà, bon, je vais essayer de bien le prononcer, hein, c'est toujours compliqué. Wang, 56e minute de jeu pour Bordeaux qui ouvre le score. Ensuite c'est Steve Mounier, 80e, qui égalise pour Brest. Et finalement Brest va l'emporter en fin de match à la 85e minute de jeu. Et ça fait le bonheur des hommes d'Olivier Dalloglio. Avec les réactions, tout d'abord celle de Olivier Dalloglio qui lui nous dit simplement nos latéraux avaient des jambes, ils ont beaucoup apporté cet après-midi. Bordeaux nous a fait courir au départ, mais passé le premier quart d'heure, on a été plus agressif et ça a fonctionné. Et on va écouter tout de suite la réaction de l'entraîneur bordelais, Jean-Louis Gasset, qui lui dit on a anéanti notre bon mois de janvier. Oui, car ils avaient fait des bonnes prestations, les Bordelais. Puisqu'on est capable de le faire pendant 20 minutes, il faut qu'on arrive à maintenir un cap beaucoup plus haut, beaucoup plus longtemps. Là, on a eu l'impression à des moments qu'on abandonnait un peu, que les deux matchs perdus contre des gros nous avaient mis un coup sur la tête. C'est ça qui c'est psychologiquement qu'il va falloir remonter le groupe, parce que les joueurs m'ont paru abattus. C'est le football d'aujourd'hui, c'est comme ça. On a anéanti un bon mois de janvier où on avait fait 4 résultats à peu près. Là, on vient de faire 3 défaites d'affilée. Contre les gros, bon, dans les conditions où on a perdu, on peut trouver des excuses. Aujourd'hui, on n'en a pas. On a fait un très mauvais match. Ils n'ont pas fait un bon match, les Bordelais, c'est vrai. J'ai regardé cette rencontre et c'est vrai qu'ils étaient un peu en dedans. On va maintenant se diriger du côté du stade des Costières avec Nîmes qui recevait l'équipe de Monaco. Monaco en forme en ce moment et je peux vous dire que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette rencontre. Il y a eu beaucoup de buts, 7 au total. Et il ne fallait pas, j'allais dire il ne fallait pas être en retard. Ben non, forcément, parce que de toute façon c'était à huis clos. Donc il n'y avait personne dans le stade, mais pas être en retard du côté de son poste de télévision. Car dès la 3e minute de jeu, c'est Golovin qui ouvre le score pour cette équipe de Bordeaux. Et c'est de nouveau Golovin, 12e minute de jeu, qui aggrave la marque pour cette équipe de Monaco, 2-0. Bon, on se dit que cette équipe de Nîmes risque de souffrir. Vous savez que dans la semaine, Jérôme Arpinon n'était plus l'entraîneur. C'est Pascal Planck qui avait repris les rênes de cette équipe de Nîmes. Et c'est finalement Lucado, 23e minute de jeu, qui marque le 2-1. Nîmes commence à y croire, et heureusement d'ailleurs. Et puis va pousser. Et puis c'est Ferrat, 32e minute de jeu, qui marque aussi un beau but. Et puis Nîmes revient à 2 buts partout. Et c'est finalement l'inévitable Golovin, 62e minute de jeu, qui marque un superbe coup franc.
qui trompe Baptiste René. Donc on en est à 3 buts à 2. Et c'est Kevin Volland sur une belle passe en profondeur qui va tromper le gardien d'une petite louche. 77e minute de jeu. Si vous pouvez revoir l'image, vous allez voir, il prend tout son temps et il ajuste le gardien. Et 81e, c'est Eliasson qui lui marque aussi un superbe coup franc, le Nîmois. Mais on en restera là, 4 buts à 3. La réaction de Niko Kovac qui lui dit que ce n'a pas été un match moins compliqué que prévu. Tout le monde nous voyait gagner, mais je savais que nous affronterions un adversaire difficile qui joue pour sa survie. À 0-2, on a pêché. On a peut-être pensé que cela était arrivé. On a peut-être baissé de rythme avant de réagir en seconde mi-temps. On devra s'améliorer à l'avenir et défensivement, plutôt, et concéder moins de buts. Golovin est un joueur fantastique pour sa première titularisation depuis le mois d'août. Il faut le rappeler, il a inscrit 3 buts. C'est un joueur de classe mondiale. Il délivre des balles décisives délicieuses. Je connais sa qualité de passe. C'est aussi pour cela que je lui ai demandé de tirer le coup franc qui nous donne le 3e but. Et on va écouter tout de suite l'entraîneur de Nîmes qui a repris justement le poste de Jérôme Arpinon. Mais il dit simplement, je n'étais pas venu pour être le numéro 1, mais j'affronte. Je vais être vigilant à ce que je vais dire quand même, parce que c'est un terrain un petit peu glissant. Déjà, c'est un honneur, de toute façon, clairement, c'est un honneur aujourd'hui. Après, c'est pas quelque chose après quoi je courais, quoi. Quand je suis venu ici au Nîmes Olympique, moi, dans ma tête, c'était vraiment pour aider Jérôme à sortir, et l'ensemble du staff technique, à faire en sorte qu'on se sorte de cette situation, d'une situation sportive difficile. Et vraiment, dans ma tête, j'étais vraiment pas venu pour être numéro 1. Et voilà, quoi. Après, il y a une situation d'urgence. Malheureusement, ça a coûté la place au coach et c'est jamais facile. On vit un métier très précaire et très, très compliqué, où on est dépendant des résultats, vraiment. Donc, forcément, quand ça va pas bien... L'entraîneur est en grosse difficulté. Après, en ce qui me concerne, voilà, il y a une demande des dirigeants de gérer l'urgence. Il y a une demande des joueurs de gérer l'urgence. Voilà, donc on va gérer l'urgence. Soit je me défilais, soit j'affrontais. J'ai choisi d'affronter avec les joueurs, avec le staff, avec l'ensemble des dirigeants, de relever le challenge et le défi de se sortir de cette situation difficile. Voilà. Et je vais être transparent, encore une fois, parce que c'est mon mode de fonctionnement. Quand Reda m'a sollicité, m'a demandé si j'étais prêt à reprendre l'équipe, je lui ai dit non, je ne suis pas prêt à reprendre l'équipe parce que je ne suis pas venu ici pour ça. En plus, quand je suis venu à Nîmes, à Reda, je lui avais dit, écoute, moi je veux bien venir, mais je veux que ce soit clair, je ne viens pas pour le poste de numéro 1, ça ne m'intéresse pas, je viens pour le poste d'adjoint, ça m'intéresse. Et ça avait été clair aussi avec Jérôme. Mais encore une fois, Reda m'a dit que la décision, de toute façon, elle était actée, que le président avait choisi la solution d'écarter Jérôme et qui souhaitait que je prenne le poste et que derrière, les joueurs soutenaient cette initiative, déjà pour un intérim. Donc, à partir de ce moment-là, je n'avais pas de raison de refuser et me défiler, encore une fois, parce que soit tu acceptes, ou soit si tu acceptes pas, il faut partir, quoi. Mais moi, je suis pas, voilà. À partir du moment où je sens que j'ai le soutien et des dirigeants et surtout des joueurs et du staff, je peux pas laisser tomber, je peux pas me défiler. Donc voilà, j'affronte. Il affronte Pascal Planck. Oui, c'est toujours des situations très délicates car on ne vient pas en tant que numéro 1, mais le numéro 1 est débarqué et on doit prendre sa place. On sollicite l'entraîneur adjoint pour prendre sa place. Toujours délicat quand on a travaillé avec quelqu'un, mais bon, c'est comme ça. Il faut espérer que cette équipe de Nîmes s'en sorte. On va du côté de l'Alliance Riviera et on part du côté de Nice. Nice qui avait du mal en ce moment et Nice qui s'est un petit peu rassuré avec cette victoire nette et sans bavure face à Angers, 3 buts à 0. Des buts signés Doumbia, 9e minute de jeu, mais contre son camp. Maolida, et pas Maoulida, c'est pas le même. Maolida, 17e minute de jeu. Et puis Amine Gouiri, 83e minute de jeu, vont parachever le succès de cette équipe de Nice. On va écouter tout de suite les réactions du côté niçois avec Alexis Claude Maurice, Amine Gouiri et Adrian Urcea, l'entraîneur, dans l'ordre. Ils sont contents, mais
comme dit l'entraîneur, on est toujours dans une situation délicate. Et puis on va écouter également Stéphane Moulin qui dit simplement que ça ne s'est pas bien passé en entraînement cette semaine, et voire même la veille. Et donc forcément, le lendemain, quand on s'entraîne très mal, ça rejaillit un petit peu sur le terrain par la suite. On les écoute tous les deux. Ça fait partie des... Comment dire, on peut dire que c'est un coup du sort. Voilà. Sauf que je sais que c'est pas un coup du sort. Quand on fait la séance qu'on a fait la veille, on peut pas... je crois beaucoup à ce qu'on fait en préparant un match. Donc comme hier, c'est pas très bien passé. Ça s'est pas très bien passé aujourd'hui sur le terrain. Voilà. Quand on n'est pas dans le coup la veille, on n'est pas dans le coup le lendemain. C'est une hérésie de penser que quand ça va pas la semaine ou la veille du match, ça va aller mieux le lendemain. Donc aujourd'hui, on a bien récolté ce qu'on a semé. Et voilà, donc on peut s'en prendre encore une fois qu'à nous-mêmes, ce qui ne retire absolument pas le mérite des Niçois, qui ont une équipe composée de très bons joueurs. Et ils sont encore bien meilleurs quand on leur fait autant de politesse, voire même qu'on l'aide à concrétiser les buts. Voilà, donc on ne peut rien espérer dans ces conditions. Ça, c'est vraiment les victoires que tout le monde aime, je pense. Parce qu'on a produit du bon jeu, on a été très offensif, on n'a pas pris de but. Franchement, tout le monde est content et ça nous fait vraiment beaucoup de bien. Ça faisait presque 4 mois qu'on n'avait pas gagné à la maison, donc on a arrêté cette série noire. Et aujourd'hui, on est tous contents. C'est une belle victoire, ça met fin à une série assez négative. Depuis le 3 octobre, on n'avait pas gagné chez nous, donc on est très contents et puis on savoure. Mais on va essayer de rester humble puisque ce n'est qu'une victoire. Et puis le chemin, il est encore très très long pour pouvoir sortir de cette période assez délicate. Ce n'est qu'une victoire, mais ça fait du bien quand on n'a pas gagné depuis un petit moment. On va maintenant s'intéresser à ce qui s'est passé du côté du stade Geoffroy Guichard. Et là, on part direction Saint-Étienne. Saint-Étienne, futur adversaire à des Sochalins, sera ce jeudi 11 février du côté du stade Auguste Bonal en Coupe de France. On en reparlera tout à l'heure. Mais Saint-Étienne qui devait se rassurer. Et finalement, les Stéphanois se sont imposés 1-0, mais un but signé John Boy contre son camp à la 14e minute de jeu, avec une équipe de Metz qui a réagi en fin de partie, qui a poussé un petit peu plus en seconde période. Mais cette équipe de Saint-Étienne a bien tenu et a bien résisté. On écoute tout de suite la réaction d'Anthony Modeste qui vient d'arriver du FC Cologne, où il avait joué 46 matchs et inscrit 11 buts. Il parle de bonne victoire. Physiquement, il n'est pas encore à 100%. Et on va écouter également Frédéric Antonetti qui lui dit on n'a pas su combiner. Et puis ça a été un match fermé. Ouais, c'est très bien. C'est vrai que c'est une victoire aujourd'hui importante. 3 matchs, 7 points. Donc je pense qu'en plus c'est à domicile. C'est toujours important de gagner les matchs à domicile. C'est ce qu'on a fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un très bon point. Excuse-moi. Ouais, dans l'ensemble assez bien. Après, c'est vrai que je pouvais pas jouer tout le match parce que je me sentais pas bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué presque 90 minutes. Donc je pense que c'est normal que j'ai baissé un petit peu le pied, mais petit à petit, ça va aller mieux. Ouais, je prends mes marques petit à petit. C'est sûr que ça peut pas arriver tout de suite, mais je me sens bien avec mes coéquipiers. Petit à petit, ça va le faire et c'est encourageant aujourd'hui. Récupération, c'est vrai qu'on enchaîne les matchs, c'est bien. Parce qu'un joueur il veut toujours jouer, les entraînements c'est pas trop plaisant, donc c'est vrai qu'on veut toujours en jouer. Donc maintenant à nous de bien se reposer et de se qualifier jeudi. Je pense qu'on ne s'est pas adapté au jeu. Voilà, je pense qu'on a voulu aller trop vite vers l'avant alors qu'il fallait beaucoup plus combiner. Voilà, après, dans les 38 journées, il y a toujours une dizaine de matchs comme ça où soit vous perdez 1-0, soit vous faites 0-0, soit vous gagnez 1-0, mais c'est le même match. C'est le même match. Donc Saint-Étienne a marqué un beau coup franc. Donc ils menaient au score, donc le scénario leur était favorable, parce qu'après ils se sont recroquevillés, et nous on n'a pas su. On a trop voulu insister dans le dos alors qu'il n'y avait pas la place dans le dos. Donc il fallait beaucoup plus combiner, on n'a pas su le faire. On n'a pas fait de mauvaise entame de match. Les 10 premières minutes sont plutôt pour nous. Après on s'est un peu éteint. Oui, après c'est vrai qu'on a perdu des ballons, on n'a pas su sortir. Voilà, mais sans être vraiment en danger. Il y avait des coups de pied arrêtés, bon, mais on n'était pas en danger, donc c'est un match fermé. On n'a pas... Les deux qualités qui ont manqué, c'est la clairvoyance et la lucidité. Voilà, je pense. Il n'y a pas de frappe cadrée, c'est la conséquence. Les raisons, c'est parce qu'on n'a pas su bien combiner. C'est pas que les attaquants. À un moment donné, les attaquants, bien sûr, sont concernés, mais
On a trop forcé le jeu, on n'a pas assez combiné. Il y a eu les 2-3 fois où on a combiné un petit peu, on est arrivé dans la surface. Voilà. Et il fallait le faire à chaque fois. Parce que les trop gabarits qui sont très très grands, les prendre dans le dos alors qu'ils ne laissaient pas d'espace dans le dos, c'était compliqué. C'était compliqué pour les hommes de Frédéric Antonetti, comme le rappelle l'entraîneur messin. Direction cette fois-ci le stade de la Mosson, où il y a eu beaucoup de buts également, 6 buts dans cette rencontre. Pourtant, c'est Dijon qui va ouvrir la marque grâce à Koulibaly, 5e minute de jeu, une belle tête. Et finalement, c'est Gaëtan Laborde, 48e minute de jeu, qui va égaliser pour cette équipe de Montpellier. Gaëtan Laborde également, 56e minute de jeu, avec un joli geste technique qui enrhume les 2 joueurs de Dijon, et il frappe et ça fait but, ça fait 2-1. Finalement, c'est TJ Savanier, 68e minute de jeu, dans un gros cafouillage qui va marquer 3-1. Dijon va revenir sur penalty grâce à Moussa Konaté, 88e minute de jeu, et c'est finalement Skuletic qui va marquer 90e, et on en restera là, 4-2. On va écouter la réaction du défenseur central Vitorino Hilton pour son 500e match, j'ai même du mal à le dire tellement ça en fait des matchs en Ligue 1. Et il dit simplement, on a abordé la deuxième période de façon bien meilleure par rapport à la première. Et puis vous allez écouter David Linares, l'entraîneur du DFCO, qui lui a même eu honte de la seconde période de ses joueurs. C'était son 500e match en Ligue 1 à Vito. Je sais que pour vous, Vito, c'est toujours une anecdote quand on fait référence à des chiffres pareils. Bah oui, c'est... Mais je pense que celle-là, elle est différente parce que 500, c'est quand même exceptionnel, je pense. Que ça sentait pas bon au début, là. Ah oui, après, ça sentait bon, mais d'un côté, après, ça tournait vite parce que c'est nous qu'on avait la balle d'1-0 avec Flo. Et puis après, sur une des seules occasions dijonnaises en premier mi-temps, il marque son coup de pied arrêté. Donc derrière, il y a le doute qui s'installait à nouveau. On a parlé à la mi-temps parce qu'il fallait montrer un autre visage, et je pense qu'on a tous écouté et puis on a montré vraiment qu'il fallait changer la situation. Alors, j'imagine qu'il s'est passé forcément quelque chose dans le vestiaire, mais c'est le secret du vestiaire. Pour qu'il y ait une telle métamorphose, peut-être même certains se sont dit, bon sang, on ne peut pas fêter la 500e de Vito sans réagir. Non, je ne pense même pas qu'on a pensé à ça parce qu'on a pensé tous qu'il fallait qu'on fasse quelque chose de mieux parce qu'on ne pouvait pas faire pire qu'on a fait en premier mi-temps. Donc je pense que tous les joueurs étaient conscients et puis on a montré dès le début de deuxième mi-temps, on a montré un autre visage. Et puis de suite, on a la réussite qui est venue de notre côté. J'espère que ça va durer parce que cette victoire a fait du bien. Un dernier mot, Vito. Vous conviendrez comme moi quand même que c'est un peu déroutant ce genre de match-là. On se dit vraiment, on ne sait plus quoi penser de vous. Ah oui, après c'est comme on dit, c'est un match de foot, tu as beaucoup d'émotions de deux côtés. La période qu'on a traversée, c'est une période compliquée, donc il y a le doute, il y a l'impression de se faire égaliser, de perdre le match. Donc, mais là, je pense qu'on est tous contents de la victoire. C'est incompréhensible. Voilà, on a déjà payé par rapport à ce genre de scénario à Lorient. On était avertis. On connaissait la puissance de frappe de Montpellier et les intentions qu'ils allaient mettre en deuxième période. Et on s'est complètement effondré au niveau mental, au niveau technique, au niveau physique. Voilà, on a touché le fond en deuxième période. Non, le fait qu'ils reviennent au score rapidement permet d'amener le doute dans notre tête. Et aujourd'hui, le doute suffit à nous condamner. Alors qu'il y a un partout... même si on est furieux de cette égalisation aussi précoce en deuxième période, on s'était donné le challenge justement d'aborder cette deuxième période comme s'il y avait 0-0 et avec des intentions dans le jeu, avec une agressivité dans les duels. Quand on connaît les trois attaquants de Montpellier, on sait très bien que si on leur laisse 1 ou 2 mètres, c'est rapidement préjudiciable. Aujourd'hui, personnellement, j'ai eu honte sur cette deuxième période du visage affiché, du peu de combativité, du peu de solidarité. Après, le carton rouge est anecdotique, mais cette deuxième mi-temps me laisse vraiment un goût amer. Ouais. Des mots très durs de l'entraîneur David Linares sur la seconde période de son équipe. À 17h, il y avait Nantes qui recevait Lille. Lille qui fait une superbe saison.
Nantes qui a besoin de points. Eh bien, finalement, ce sont les Lillois qui vont s'imposer. Ça commence dès la 9e minute de jeu grâce à Jonathan David qui n'arrête plus en ce moment de marquer. Ça y est, il a trouvé le déclic. Attaquant Lillois, c'était compliqué. Il arrivait de Belgique. Il faut se faire aussi à la Ligue 1. Quand on dit que la Ligue 1, voilà, on entend un peu partout la Ligue 1 est faible et tout, mais quand on voit certains attaquants qui ont du mal à s'habituer à cette Ligue 1, eh bien, la Ligue 1 n'est pas si faible que ça avec ce doublé pour Jonathan David, 83e minute de jeu. Et puis, ça suffit au bonheur des hommes de Christophe Galtier et pas forcément aux Nantes d'un ancien Sochalien, Sébastien Corchia. On va l'écouter tout de suite qui lui dit simplement il faut gagner des matchs, hein, il faut prendre des points. Mentalement, on imagine que c'est très dur, mais vous faites même peut-être une meilleure deuxième mi-temps que Lille et ça paye pas. Comment vous ressortez de ce match? Ouais, après on fait une première mi-temps franchement horrible, il faut le dire. On n'était pas dedans, ils nous ont mangé sur tous les duels. Après voilà, à la mi-temps on s'est beaucoup parlé, mais on a essayé de réagir en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux en deuxième mi-temps, mais malheureusement il faut faire deux mi-temps comme ça pour gagner des matchs, surtout dans notre situation. Voilà, il faut se bouger parce que c'est difficile et on a besoin de gagner des matchs. Ouais, vous êtes 18e, quel levier il reste pour Nantes maintenant pour relever la tête? Maintenant il faut prendre des points, il faut gagner les matchs, il faut jouer comme encore mieux que la deuxième mi-temps, mais sur les mêmes bases, en les pressant, en prenant des risques, en allant de l'avant et pas en subissant et en gagnant les duels, parce que c'est plus important. Donc voilà, il faut qu'on prenne le prochain match maintenant, et maintenant c'est la coupe, mais après en championnat, il faut absolument relever la tête et prendre les 3 points, parce que la situation là, elle est dure pour tout le monde, donc il faut vraiment gagner les matchs parce que c'est super important. Bon courage Sébastien, merci. Et oui, il faut gagner des matchs pour prendre des points quand on est dans une situation très compliquée comme le FC Nantes. Et on va revenir sur Lille avec Christophe Galtier qui parle d'une superbe dynamique en ce moment, très bonne dynamique. Et oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On a fait une bonne première mi-temps dans tous les compartiments. Et que dans ce genre de match-là, quand on est sur une série de matchs, le deuxième à l'extérieur pour nous, on doit profiter des situations que nous avons, et malheureusement on a manqué de justesse quelquefois et quelquefois de détermination, et j'étais un peu agacé alors que je trouvais que notre plan de jeu était assez intéressant. Et dans un match, tant qu'il n'y a pas 2 buts d'écart, vous savez que vous allez passer une deuxième mi-temps, une deuxième période différente. Sans avoir vu mon équipe se relâcher en deuxième période, j'ai vu surtout les Nantais réagir, que ce soit par les côtés avec des centres, que ce soit aussi sur des coups de pied arrêtés. Vous n'êtes pas à l'abri de concéder un but. Et il y a eu des situations favorables, mais aussi en deuxième période, nous avons eu des situations favorables et nous n'avons pas concrétisé assez rapidement, ce qui peut non pas mettre le doute, mais ce qui peut créer un peu de nervosité, d'agacement dans un match. Et fort heureusement que ce deuxième but est arrivé tardivement, mais il était important de l'avoir pour finir la période un peu plus tranquillement. Oui. Pour finir cette période plus tranquillement, et oui, ils l'ont fait, les Lillois. Dernière rencontre, et pas des moindres, le classico entre l'Olympique de Marseille qui recevait le Paris Saint-Germain. Et ça commence très vite dès la 9e minute de jeu avec Kylian Mbappé qui ouvre le score sur un beau ballon en profondeur. Mais Sakai, lui, est assez loin. Il laisse partir Mbappé. Il n'arrive pas à rattraper. Il le rattrape, mais il fait un tacle dans la surface. Mais Mbappé, lui, avec sa pointe d'accélération, avance plus vite et puis frappe et ça fait but. Et ensuite, c'est Mauro Icardi qui lui fait... Voilà, il y a un bon centre, il fait une tête. Bon, là, ça touche plus le dos de l'attaquant argentin que forcément la tête, mais en fait, le ballon part en cloche et puis elle finit dans les buts marseillais. Finalement, il n'y aura que 2 buts dans cette rencontre. Les Marseillais se sont un petit peu plus réveillés en deuxième période et ils ont monopolisé le ballon. Mais ensuite, il faut marquer des buts. Mais l'attaquant Milik, lui, n'était pas là. Ça aurait été intéressant de le voir face à cette équipe parisienne.
Et on va écouter les réactions dans cette partie avec tout d'abord, et oui, vous savez que André Villas-Boas a donné sa démission dans la semaine, et puis il a été remplacé sur le banc par Nasser Larguet, et qui lui loue l'état d'esprit de l'Olympique de Marseille, notamment en seconde période. Et puis Kylian Mbappé, qui lui dit simplement on était venu pour gagner. Bon, forcément, quand on s'appelle le Paris Saint-Germain, on veut tout gagner. Oui, j'en ai. Puisque c'est sur des faits de jeu, on est en situation offensive, on n'a pas le droit de se faire bouger sur ce premier but. On sait en plus de ça qu'avec des garçons comme Kylian Mbappé qui vont vite, on a la possibilité de récupérer le ballon nettement avant, parce qu'on est déjà 2 contre aucun joueur, et ensuite il y a le duel avec Valentin, donc on peut récupérer ce ballon-là. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Et puis, bien sûr, sur le deuxième but, la même chose, on a le ballon et puis on le perd et puis ça fait un contre. Donc, c'est vrai que c'est très frustrant. Par contre, il est certain que ce qu'a dit Steve, on a fait, en termes d'état d'esprit, on a fait un match plein. On a eu la possession du ballon, notamment en deuxième mi-temps. C'est vrai qu'on s'est créé des opportunités, mais pas si dangereuses que ça. Des occasions de but, il n'y en a pas eu beaucoup. Par contre, on a maîtrisé un peu plus le jeu et l'état d'esprit était très bon pour moi ce soir. Ouais, c'est ça. On est venu avec vraiment l'intention de gagner. C'était pas des paroles. On était vraiment venu. On a mis tous les ingrédients cette semaine après le match de Nîmes à l'entraînement pour préparer ce match. On a bien attaqué et on a réussi à marquer en première mi-temps 2 buts qui nous ont mis à l'abri et ensuite on a géré le score tranquillement. Ouais, c'est extraordinaire. Jouer 150 matchs dans un club aussi grand que le PSG. C'est vraiment une fierté extrême pour moi et j'espère continuer à faire des matchs et à accumuler les matchs ici. Je disais, c'est important de gagner ici à Marseille, surtout avec la difficulté du championnat en ce moment. Voilà, c'est 3 points importants et pour la 100e, c'est magnifique. Donc voilà, plein de bisous à Draxler et à Thilo Kerrer. Alors, vous avez entendu Kylian Mbappé, mais il y avait aussi Prenel Kimpembe qui est intervenu en fin de cette réaction. Et donc, ce sont donc les Parisiens qui s'imposent. Du côté du classement, je vous donne, Lille est en tête avec 54 points, suivi de Lyon, 52 points. 3e, le Paris Saint-Germain, 51 points. 4e, Monaco, 48 points. Et ensuite, il y a un trou entre le 4e Monaco et puis le 5e Rennes. Il y a 10 points, 38 points pour Rennes. Donc, le titre va se jouer sans doute entre les 4 premières équipes. En tous les cas, ça promet beaucoup de suspense et on va vivre une belle fin de saison. Et du côté du bas de tableau, on retrouve en 18e position Nantes avec 19 points. 19e Dijon, 15 points. Attention, ça commence à être compliqué. Et surtout, il y a des écarts avec Lorient qui est 17e et qui a 22 points. Et puis 20e, Nîmes qui a 15 points également du côté du classement des buteurs. Kylian Mbappé est en tête avec 16 buts, suivi de Memphis Depay, le Lyonnais, avec 13 buts. Et Kevin Volland qui arrive lui aussi avec 12 buts. La prochaine journée sera là, donc la 25e journée. Avec ce samedi 13 février, le Paris Saint-Germain qui recevra Nice à 17h. À 19h, on retrouvera Reims-Lens. À 21h, l'Olympique Lyonnais recevra Montpellier. Ce dimanche 14 février, on aura également, il y a des appels en ce moment, mais il faut rappeler un petit peu plus tard. On va bientôt ouvrir la page Sochaux, vous inquiétez pas. Avec Monaco-Lorient à 13h, on aura Rennes-Saint-Etienne à 15h, Metz-Strasbourg, Angers-Nantes, Dijon-Nîmes. Et puis également à 17h, Lille-Brest. Et puis à 21h, on recevra Bordeaux-Marseille. Allez, je décroche, je prendrai juste après. On aura, je disais à 21h, on aura Bordeaux-Marseille pour clore cette 25e journée. Eh bien, c'est parti. On va s'intéresser cette fois-ci à la Ligue 2. On envoie le jingle qui va bien.